et surtout l'association qui a pensé à nous inviter pour assister et participer à cette journée. Et dans le cadre déroulement de ce premier séminaire national des IMC, permettez-moi de vous faire part de ma présentation sur la physiologie de l'accouchement et de l'adaptation du fœtus au travail. L'accouchement ou parturition est le seul moment de la vie où la douleur est aussi intense que le bonheur. Parturition, du latin portio, signifie l'accouchement dans la normalité L'accouchement ou parturition est le seul moment de la vie où la douleur est aussi intense que le bonheur. Parturition, du latin portio, signifie l'accouchement dont la normalité est présentée par l'ensemble de phénomènes physiologiques et mécaniques qui ont pour conséquence la sortie du fœtus et ses annexes hors de la filière génitale. Au cours du travail, le fœtus est soumis à différents types d'agressions. Il doit s'adapter aux risques, sinon va perturber la bonne démarche de ce processus physiologique par l'apparition de phénomènes dystoxiques pouvant retentir sur le bien-être fœtal. Mécanisme de déclenchement spontané du travail. La synthèse lorsque le travail est en cours, les perturbations mécaniques et l'hypoxie contribuent à la synthèse de l'acide arachidonique précurseur de prostaglandine. Le travail est alors auto-entretenu. Comme facteur de régulation, on citera les oestrogènes qui augmentent la croissance du muscle utérin, augmentent le taux des récepteurs à l'ocytocine et stimulent la production et la sécrétion de prostaglandine par l'amniocorion. Par contre, la progestérone aurait un effet inhibiteur sur la libération du prostaglandine et de cytokines inflammatoires et par conséquent, elle a une action inhibitrice sur les contractions utérines. Les récepteurs hormonaux dont les modifications jouent un rôle dans le déclenchement du travail. Il existe 2 récepteurs à la progestérone dans le myomètre, alpha qui ont une action inhibitrice et bêta une action excitatrice. Facteur maternel, la sollicitation du col utérin par mobile fœtal déclenche une sécrétion réflexe d'ocytocine et de prostaglandine. Et pour ce qui est facteur photo, le poumon fœtal est aussi source de prostaglandine qui induisent les contractions utérines. Il y a d'autres stimuli comme l'amniotomie spontanée ou artificielle. L'infection, le découlement du pôle inférieur de l'œuf provoque aussi une augmentation de la synthèse des prostaglandines. Les fibres musculaires lisses, contraction résulte du glissement des filaments d'actine et de myosine et consomment de l'énergie fournie par l'ATP. La tonicité et l'élasticité du myomètre, les contractions utérines sont involontaires, intermittentes, totales, progressives et d'intensité entre 40 et 60 mm mercure. Et ils permettent la poussée de fœtus vers la région segmento-cervicale, l'ampliation de la poche des os et du segment inférieur. Il y a aussi l'effacement et la dilatation du col au moment du travail.
La régulation des contractions utérines se fait par un contrôle humoral, l'ocytocine qui déclenche les contractions utérines, qui est très utilisé en thérapeutique sous le nom de syntocénone. Et il y a aussi le contrôle nerveux par récepteurs alpha et bêta. Durant la seconde moitié de la gestation, le col devient plus souple et s'hypertrophie. Sa position et sa direction ne changent qu'à la fin de la gestation. Les glandes fabriquent un mucus abondant formant le bouchon muqueux. Le segment inférieur est une entité anatomophysiologique qui se développe aux dépens de l'isthme et la partie supérieure du col qui se forme. En fait de grossesse chez la primipare, en début de travail chez la multipare. Le segment inférieur ne comporte pas de couche musculaire plexiforme, mais simplement le péritoine, la couche musculaire externe longitudinale et une couche musculaire intermédiaire et l'endomètre. La maturation du col se produit quelques jours avant le début du travail. Le col devient mou court, centré. Elle est due au changement du tissu conjonctif du stroma cervical indépendamment des contractions utérines. La trame collagénique du col est devenue lâche en fin de gestation. Donc les facteurs de maturation sont la relaxine, les oestrogènes et les prostaglandines. Les phénomènes de maturation du col se poursuivent au début du travail, puis le col se délate sous l'effet des contractions utérines et de la pression de la présentation sur le col. Chez la primipare, l'effacement du col marque l'entrée en travail. Chez la multipare, l'effacement et la dilatation se font en même temps. Le mécanisme obstétrical de l'accouchement proprement dit se fait par l'engagement des centres de rotation et en fait dégagement. Le niveau de descente de la présentation avant le début de l'accouchement est très variable d'une partie orientale à une autre. Et sous la dépendance de la parité et des facteurs essentiellement posturaux, pour s'engager dans l'un des diamètres du bassin, la tête doit présenter un diamètre compatible avec les dimensions de ce dernier. Le diamètre d'engagement ne se situe pas seulement dans le plan du rebord du détroit supérieur, mais il comporte, situé plus haut, la saillie du promontoire. Cette saillie constitue souvent un point de pivot important dans les phénomènes d'accommodation et de synclitisme, essentiellement poussé par les contractions utérines. Le fœtus progresse et sa tête descend dans l'axe d'engagement qui est l'axe ombilico-coccygien. À la sortie du cylindre de descente, le hamac musculaire des releveurs provoque la rotation de la tête en antéro-postérieur, occiput en avant, en même temps qu'il descend le long du sacrum. Le front bute contre la pédale coccygienne et la tête se fléchit au maximum avant d'incurver sa progression vers le détroit inférieur. L'occiput utilise le bord inférieur du pubis pour se dégager en employant le périnée postérieur. Les épaules et le bassin se succèdent pour terminer l'accouchement. Les éléments de l'agression au cours du travail, le fœtus est soumis à différents types d'agressions. Les contractions utérines qui sont une menace pour la circulation placentaire, les forces mécaniques qui s'exercent sur le fœtus et le cordon ombilical, les modifications métaboliques de la mère. La répétition des contractions utérines de 45 secondes toutes les 3 minutes n'affecte pas le fœtus normal. Les contractions utérines trop fréquentes ou trop longues peuvent menacer un fœtus sain. Si le placenta est insuffisant ou mal vascularisé, il peut avoir une hypoxie lors des contractions parfaitement normales. Un fœtus fragile en restriction de croissance, sans réserve du glucose ou d'oxygène, ne supportera qu'un très faible niveau de contraction. Donc, la normalité du travail dépend donc des contractions utérines, mais aussi du fœtus et du placenta. L'adaptation du fœtus aux forces mécaniques exercées sur lui dépend aussi de l'intégrité des membranes. Les membranes intactes, l'œuf et le volume incompressible et la tension de la paroi utérine est transmise à l'ensemble du contenu de l'œuf. Ni le fœtus ni le cordon ne peuvent être écrasés si le volume du liquide amniotique est normal. Mais après la rupture des membranes, les pressions qui s'appliquent sur la tête fœtale peuvent atteindre 2 à 3 fois la pression intra-utérine. Donc le cordon peut se trouver comprimé entre l'utérus et le fœtus et peut entre de même si le volume du liquide amniotique est très faible, ce qu'on appelle l'oligoamniose sévère. L'influence de la mère sur le fœtus, commençons par les efforts musculaires.
entraîne une acidose qui est transmise au fœtus, en effet au-delà d'une certaine intensité après épuisement de l'oxygène. L'effort musculaire entraîne une glycolyse anaérobie avec acidose lactique. Les efforts respiratoires, l'hyperventilation pendant les contractions provoquent une alcalose respiratoire. La pression en CO2 baisse et cette alcalose abaisse le débit sanguin utéroplacentaire. Pendant l'expulsion, les efforts de poussée à glotte fermée augmentent la pression en CO2 et l'acidose respiratoire s'ajoute à l'acidose métabolique. Donc l'administration de l'oxygène à la mère n'est pas toujours bénéfique car l'alcalose et l'hyperoxie entraîne une baisse du débit placentaire. Elle est en revanche indispensable en cas de désaturation maternelle. Les perturbations hémodynamiques, commençons par le décubitus dorsal, avec un utérus gravide en dextrorotation à droite et physiologique, comprime la veine cave inférieure et entraîne une chute de la tension artérielle et un désamorçage du cœur droit avec réduction du flux placentaire et risque d'hypoxie fœtale. La mise de la femme en décubitus latéral gauche supprime cet effet néfaste. Les contractions utérines fortes ou les efforts expulsifs compriment l'aorte sous-rénale et les poufs fémoraux deviennent à peine perceptibles. Cela entraîne une chute de débit dans les artères utérines et expose à un risque d'hypoxie fœtale, ce qu'on appelle effet Posiero. L'hypotension maternelle du fait d'une vasoplégie due à l'analgésie péridurale peut également entraîner des anomalies du rythme cardiaque fœtal, faisant craindre la survenue d'une acidose fœtale. L'hémorragie maternelle peut entraîner une hypovolémie avec vasoconstriction et baisse du débit placentaire. Ces faits soulignent la nécessité de la surveillance de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle de la mère au cours du travail. Au cours du travail, il y a toujours la douleur et l'anxiété. Qui augmente la sécurité du cortisol et des catécholamines qui ont un effet vasoconstricteur utérin et aggravent les effets de l'acidose lactique. Il est donc souhaitable de calmer la douleur et l'anxiété. Les barbituriques et le protoxyde d'azote et les analgésies péridurales atténuent les conséquences maternelles, et fœtales du stress. Cependant, administrés trop près de l'accouchement, ils peuvent déprimer les centres respiratoires ou avoir un effet dépresseur sur le myocarde si elle atteignent le fœtus. L'adaptation du fœtus au travail. Comment le fœtus s'adapte? La réponse du fœtus à cette agression. La conséquence commune de toutes ces agressions est la réduction de la pression en oxygène. À cette hypoxie, le fœtus va reprendre par des modifications métaboliques et cardiovasculaires dont l'originalité tient son appareil circulatoire. La réponse métabolique est l'acidose métabolique. Le glucose est chez le fœtus le substrat énergétique dominant. Seuls le sucre et l'oxygène sont porteurs d'acide énergie pour permettre le fonctionnement correct des cellules. En hypoxie, le glycogène hépatique est mobilisé et métabolisé. Le glycogène est transformé en énergie et en pyruvate, qui est toujours en anaérobie et transformé en lactate et en CO2, d'où l'acidose métabolique. Pour un niveau donné de défaut en oxygène, le fœtus de poids normal peut réagir à l'hypoxie en utilisant son glycogène. Par contre, un fœtus hypotrophique ne possède pas ces réserves, supportera plus difficilement l'hypoxie. Et sa réponse cardiovasculaire, pour l'hypoxie, on observe l'apparition d'une hypertension artérielle attribuée à l'effet vasoconstricteur de la réponse adrénergique, une diminution de la fréquence cardiaque par ralentissement et de temps plus précoce et profond que l'hypoxie est rapide. Ce ralentissement est interprété comme la réponse à la stimulation des chémorécepteurs par l'hypoxie. Il y aura aussi une redistribution des flux sanguins avec augmentation des flux placentaires, coronaires, cérébral et surrénal, au détriment des autres organes. Cependant, l'hypercapnie associée à l'hypoxie entraîne une vasodilatation cérébrale et un œdème qui, à son tour, peut gêner la circulation et aggraver l'ischémie cérébrale. Celle-ci peut provoquer la libération de thromboplastine tissulaire qui entraîne un syndrome hémorragique, qui est grave. Au cours du travail, pendant toute la période de dilatation, le rythme cardiaque fœtal demeure autour de 140 battements minutes
Il peut s'accélérer sur quelques dizaines de secondes, mais il ne ralentit jamais sans raison. Sa constance au cours du travail témoigne de l'absence d'agression sévère. À la naissance, on observe aussi dans le sang fœtal une élévation des catécholamines, du cortisol, ACTH, TSH, l'angiotensine, la rhénine et de la vasopressine. Cet orage endocrinien semble bénéfique pour l'adaptation à la vie extra-utérine. Pour conclure, il est important de connaître la physiologie de l'accouchement et les différents mécanismes d'adaptation fœtale. Le but de la surveillance fœtale pendant le travail est de prévenir l'asphyxie fœtale perpartante, dont la définition précisée permet éventuellement d'expliquer une infirmité motrice cérébrale de 10-25% des cas. Plusieurs techniques ont été développées afin de diminuer ce risque. La surveillance fœtale doit être réalisée en fonction du contexte clinique et des paramètres maternels et fœtaux. Au final, je vous rappelle des conséquences lourdes si on échoue dans cette prise en charge et la chance d'avoir, si on réussit, un bébé sain et sauf, afin de saisir le sens du mot miracle. Car il n'est pas seulement une naissance, mais aussi une renaissance pour les parents. Merci pour votre attention.